Attention, je vais sortir mon fouet. Alors, cette semaine, on répond à une de vos grandes questions existentielles informatiques, bien sûr. Pourquoi mon ordinateur prend-il tant de temps à démarrer? Et on a des réponses à cette question-là. Philippe, tu nous parles de quoi? Moi, cette semaine, je vous parle de DNS ou comment faire le lien entre vos noms de domaine et les adresses IP. Ne pensez même pas à prendre votre télécommande pour changer de poste. On revient tout de suite. Une question que plusieurs d'entre vous nous avez posée. Comment faire pour se brancher à distance, donc établir une connexion à distance avec un serveur, mais de façon un petit peu plus sécuritaire qu'avec Telnet? Philippe, tu as une réponse pour nous. Oui, en fait, FTP, Telnet, c'est de la scrap. C'est pas de la... Nos mots de passe passent en direct là-dessus. On ne peut pas utiliser ça. Donc, pour éviter d'utiliser ça, on va utiliser quelque chose qui s'appelle SSH pour Secure Shell, qui va nous permettre justement d'effectuer une connexion encryptée avec notre serveur. Ah, ça, c'est bien. De UC qu'on peut trouver ça, on va trouver ça sur la page web de rpmfind.net, entre autres Linux. Donc, on a besoin des 3 packages. SSH tout court, on a besoin du SSH client si on veut partir une connexion sur un autre serveur, et SSH serveur si on veut pour se faire un serveur local. Bon. C'est ça. Une fois que ça s'est installé, il n'y a pas de problème, sauf que, mise en garde, tu te mets une connexion secure, il ne faut pas que tu laisses aux portes à côté d'ouverte. On enlève de inad.conf les telnet et FTP pour s'assurer que personne ne se connecte sur ces ports-là. On repart à inad et on part SSHD ou le daemon d'SSH pour se connecter. Bon. Très bien. Là-dessus, comment est-ce qu'on se connecte? Normalement, on fait ça à partir de la maison, à partir d'un poste qui est Windows. Malheureusement, la plupart des clients SSH ne sont pas utilisés. Il faut payer, surtout pour la version 2. Mais ici, on a un petit adultère qui s'appelle POTI, qu'on peut retrouver sur la page web dont l'URL est un petit peu long. Vous allez pouvoir retrouver sur kt3z.com. Donc, le petit monsieur Tatan, il a fait un terminal qui permet de se connecter en Internet ou sur un port quelconque et en SSH version 1 et 2. Ah, c'est bon. Ça ressemble à l'écran. On choisit les paramètres de notre connexion. Par exemple, moi, je mets, par exemple, vfrqc.ca, qui est mon ordinateur chez moi. SSH utilise le port 22, alors que Telnet, c'est le port 23, FTP, port 21. Donc, on se connecte. Donc, je clique 2 fois sur ma machine. On me demande sous quel usager je dois me connecter. Donc, moi, j'entre mon nom. C'est ça. Ensuite de ça, on me dit, bon, on a envoyé le paramètre Philippe. C'est quoi mon mot de passe? J'embarque mon mot de passe. Oups, je me suis... On recommence. Et là, j'ai mon shell chez moi et mon mot de passe va passer de façon encryptée, qui n'a jamais paru. Donc là, je peux faire un SU à ce moment-là pour devenir root en étant sûr que personne ne va voir mon mot de passe. Un autre service public signé kt3z. Même si vous avez un super bolide à la maison, ça ne veut pas dire qu'il démarre aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Ça nous arrive même à nous, et pourtant, on a quand même une machine assez rapide ici. Alors, au démarrage, un ordinateur sous Windows, des fois, ça peut prendre... oui, ça peut être assez lent. Surtout quand on installe 10 millions de cossins dessus et qu'on les enlève pas comme moi. Et voilà. Bien, justement, on va régler ce petit problème-là et on va vous donner des petits conseils pour faire ça. Alors, pour ça, il va falloir aller éditer certains systèmes. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire, comme nous vous le disons très souvent... Oui, vas-y. Faites vos backups, s'il vous plaît. Vos copies de sécurité, vos copies de sauvegarde, tout ça. Voilà. Exactement, c'est extrêmement important parce que ce sont des fichiers qui contrôlent votre utilisation. Vous pouvez vous exposer à des problèmes assez sérieux. Alors, on va voir donc le premier de ces fichiers systèmes-là que vous pouvez éditer, c'est ms-dos.6. Alors, où est-ce qu'on trouve? J'ai pas été joué dans le oui. Alors, quand on va dans le Windows, il faut quand même se souvenir de certaines choses. Probablement que vous ne le verrez pas. Tout simplement parce que Windows, dans sa grande sagesse, dissimule exactement les fichiers système. Donc, là, vous allez dans le menu Outils, les options des dossiers, Affichage. Et là, assurez-vous bien que l'option Fichiers et dossiers cachés est à afficher les fichiers et dossiers cachés. Donc, vous cochez ça. N'oubliez pas aussi de donc masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Recommandé, mais justement, vous allez décocher cette case-là et faire OK. À ce moment-là, vous allez les voir dans la liste et on va aller voir ms-dos.6. ms-dos.6, vous allez le trouver ici. Vous faites un clic droit et il y a une autre petite protection à enlever. Dans les propriétés, il va être en lecture seule. Alors, vous enlevez l'attribut lecture seule ici. Donc, vous décochez cette case-là.
Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. C'est tout à fait simple. Je l'ai ici sur le bureau, Ah, je l'ouvre avec config.6. le bloc. Non, config.6. Non, moi, je veux aller MS-DOS, il est là. dans MS-DOS. Voilà, ici, merci. Alors, ouvrir avec le bloc-notes. C'est un fichier ASCII, tout ce qu'il y a de plus simple. Et là, vous avez certaines options qui, justement, peuvent le démarrage de votre ordinateur. On les a ici. La première, c'est Boot Menu. Alors, Boot Menu, ici, est à 1. Vous voulez mettre cette option-là à 0. Le boot menu, ça sert à afficher le menu au démarrage de Windows, par exemple, démarrage normal, démarrage pas à pas, OK. démarrage sans échec, ainsi de suite. De toute façon, vous pouvez toujours y accéder à l'aide Avec d'une les touche touches fonction. F5 ou F8. Exactement. Alors, on va la mettre à 0. La fonction boot menu delay, là, on a 25 secondes. Ça, c'est le nombre de secondes Qui attend. exactement, qui attend avant de donner l'option par défaut. C'est plate, Donc, ça. on va le mettre à, mettons, 2 secondes. C'est assez. Autre option, double space. Je veux pas ça. Double space, on ne veut pas ça. C'est une option qui est en réalité dont vous n'avez pas besoin. Elle va peut-être se présenter sous la version Drive Space, DRV Space. Ouais. Donc, vous mettez l'option à 0 là aussi. Ça sert à désactiver l'utilitaire de compression au disque. Et en plus, ça va vous aider à regagner de la mémoire conventionnelle. Si vous avez assez de mémoire, bon, c'est pas C'est nécessaire. d'espace disque aussi, là. Il y a assez d'espace disque, On on enlève oublie ça. ça. Et enfin, une dernière petite option, ça ne fait pas un très gros effet, mais c'est l'option logo. Donc, logo, Stupide. on ne le veut pas, On enlève. on l'enlève, on met cette variable-là à 0, et c'est aussi simple que ça. Donc, c'est le fameux logo de Windows. Ça prend, bon, pas beaucoup de temps, mais quand même, ça peut vous aider à gagner quelques dixièmes de seconde, peut-être 1 ou 2 secondes. C'est pas plus mal. Hey, c'est déjà ça quand on est pressé. Alors, on peut sortir de MS-DOS.6, sauvegarder. Il suffit de ne pas enlever les lignes pour avoir 1024 1024, bytes. exactement. Très important de ne pas les enlever. Exactement. Donc ça, c'est MS-DOS.6. Il y a ensuite les fichiers bien connus autoexec.bat et config.6 qui contiennent ou qui peuvent contenir des lignes de chargement de pilotes de périphériques qui sont maintenant obsolètes. Donc, à moins d'utiliser le mode DOS réel, par exemple si vous jouez à des jeux, vous pouvez carrément éliminer ces fichiers-là. Pas que ça va prendre énormément de temps au démarrage, mais quand même, de toute façon, Windows 98 les saute, les escamote tout simplement au démarrage. Donc ça arrive de les garder. À moins d'utiliser le mode DOS réel, par exemple, pour les jeux. Ouais. Ça peut arriver certains jeux. Mais moi, tu sais très bien que je joue pas. Donc, Bien sûr que non. on enlève ça de là. Et les autres fichiers très importants, c'est WinINI et SystemINI, qui servent uniquement, en fait, à assurer la compatibilité avec les applications 16 bits, donc Windows. Ça contient des paramètres de démarrage de l'OS. Et justement, ce qui est très délicat avec ça, c'est que comme c'est les paramètres de démarrage, attention quand on édite ça. Vous pouvez les éditer. Le plus simple, c'est d'utiliser l'utilitaire msconfig. Alors ça, c'est bien intéressant. On l'a ici. Alors, tu as plusieurs onglets ici. Tu as l'onglet général qui te permet de choisir le mode de démarrage, normal, diagnostic qui est Sélectif. intéressant, ou sélectif, qui te permet justement de sauter certains fichiers de démarrage. Ça peut être Quand tu veux faire du déverminage ou le bug age. exactement, donc ça te permet d'identifier l'endroit où. Ouais. Ensuite, on peut éditer les fichiers SystemINI et WinINI, mais ce qui est bien, c'est que toutes les rubriques sont classées par catégorie. Ah, c'est bien. Et ce qui est bien, cette ligne, elle ne disparaît pas. Ouais, Donc, je mets dans le commentaire. Exactement, ça la met en commentaire. Donc, si jamais tu as un problème, tu peux revenir dans MSConfig, recocher la boîte et puis Ouais. là, tout est réparé, il n'y a Ça, pas c'est de problème. Ah, une petite chose intéressante dans la rubrique Boot, dans le système INI, ici, Shell, ça te dit justement la coquille de Windows. Tu sais, quand oui, c'est là que ça va qu'il faut changer. changer, ouais. Exactement. Donc, revenir à Explorer si jamais le Lightstep ne fonctionne pas bien. Où vous allez faire des gains de temps, c'est dans démarrage. Il y en a Ça, c'est toutes les applications qui sont lancées au il y en a certaines que vous ne pouvez pas éviter. En règle générale, les applications qui sont dans Windows System, Ouais. touchez pas. Donc, celles qui sont dans Program Files, vous pouvez très facilement enlever tout ce qui est superflu. Bon, Genre, Win3, je veux plus ça. Creative Launcher. on a Bon, pas besoin de ça, je trouve ça fatigant. Le Audio Real Tree pour Quarters. le Real Player. On n'a pas besoin de ça non plus. Exactement. Donc, tout ça, on peut très facilement les enlever sans difficulté nette. Donc, on peut
effectivement enlever, décocher beaucoup de logiciels qui démarrent pour absolument rien au démarrage. Donc, il y a d'autres onglets aussi dans Environnement. C'est là que tu peux éditer ton AudioExec.bat. Mais ça ne change pas grand-chose au niveau du temps parce que c'est juste des déclarations de variables, ça ne prend pas de temps. Alors, en conclusion, ne vous attendez pas à des gains de temps. Vous allez gagner quelques secondes, mais si vous avez un ordinateur là, ça va valoir la peine. Également, le plus significatif, c'est dans l'onglet démarrage de msconfig.exe. Et surtout, est-ce qu'on vous l'a assez dit? Faites vos backups, vos copies de sauvegarde. Restez là. Après la pause, on revient avec Philippe et les DNS. Trop souvent, on reçoit des messages d'erreur, comme par exemple... D'abord, qu'est-ce qui cause ces erreurs-là? Et puis, aller un petit peu plus en profondeur. Je vais vous donner un exemple d'une erreur. Comme par exemple, si j'ai créé une erreur intentionnelle, je me suis trompé dans le nom de domaine de côté 3Z, j'ai mis côté 3Z2, et Explorer nous dit « The page cannot be displayed », et en bas, ce qui est le plus important, c'est le message d'erreur en tant que tel. On dit « Cannot find server or DNS error ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, tout d'abord, ce serait bon d'expliquer c'est quoi un DNS. Un DNS, c'est un peu comme le 411, mais pour les adresses Internet. C'est ça. Le 411 et le 411 inversé. Oui. C'est ça qui est bien. Parce que qu'est-ce qui se passe sur l'Internet? On adressait toutes les machines par IP seulement. Donc, des quadruplets de chiffres, assez difficile à retenir. Quand il y en a 10 à retenir des adresses IP, ça va bien. Mais lorsqu'on est rendu à des millions de machines, des millions de sites, c'est l'enfer. C'est impensable. Qu'est-ce qu'on a créé? C'est des noms de domaines, comme par exemple côté3z.com, ibm.com, pixcom.com, et ces domaines-là sont beaucoup plus faciles. Il y a un serveur DNS, un Domain Name Server, qui va faire le lien entre les deux. Donc, comme le bottin, justement, le bottin de ces adresses-là et des adresses IP correspondantes. Exactement. Donc, moi, je peux faire une requête et demander qu'on me retourne une adresse IP pour un nom de domaine, ou l'inverse, demander quel nom de domaine est rattaché avec ce nom-là. D'accord. Bon, contrairement au bottin téléphonique, on peut avoir plusieurs noms de domaine qui sont rattachés à la même adresse IP. Et aussi, on peut avoir plusieurs adresses IP pour un seul domaine pour avoir plusieurs serveurs pour le même. Pour le même, c'est ça, nom de domaine. Bon. Parfait. Bon, comment on va configurer notre DNS? Généralement, pour les utilisateurs à la maison, ça va être fait automatiquement. Lorsque vous configurez votre ordinateur pour se connecter à l'Internet avec votre fournisseur Internet, généralement, lorsqu'on utilise DHCP, ça se fait tout seul. C'est ça, pour ceux qui ne sont pas en DHCP, on va se déplacer dans la fenêtre propriété TCP/IP de l'onglet réseau. Et à ce moment-là, on a un onglet qui s'appelle configuration DNS. Voilà. Donc, on active le DNS. Là, il faut mettre le nom de notre machine. Moi, comme par exemple, elle s'appelle Néon. Et ici, dans la fenêtre, on a 3 DNS. Comme là, ici, moi, j'ai une petite erreur. Là, ça devrait être 250 et 251, qui sont les DNS de Vidéotron. Et un DNS à l'interne lorsque je suis sur le réseau d'une autre compagnie. C'est ça. Donc, c'est l'ordre dans lequel notre machine va aller voir les serveurs pour faire des requêtes de nom, pour trouver l'adresse IP qu'on va aller voir par la suite. Pourquoi choisir plusieurs DNS différents dans la mesure où si chaque DNS est un 411, mais qu'est-ce qui arrive si tu avais une seule téléphoniste qui prenait tous les appels et que cette téléphoniste-là était malade? J'espère que c'est indiqué au moins. C'est ça. Donc, s'il y en a juste une et qu'elle tombe malade, il n'y en a plus. Même chose pour les DNS. Si par un malencontreux hasard, votre DNS est hors service, il va en avoir un deuxième que votre machine. D'accord. Donc, sur Linux, la configuration particulière. Pour changer 2 fichiers, le premier, ça va être /etc nsswitch.conf. Voilà. Donc, et là, la ligne qu'il faut faire attention, si on se déplace ici, vous allez voir qu'il y a une ligne qui dit ici host. Et là, il faut faire attention pour s'assurer qu'on a bien files et DNS. Bon, pourquoi files? C'est-à-dire qu'on va d'abord vérifier que localement, sur notre fichier etc host, on n'a pas une assignation pour un nom de domaine ou un nom de machine avec une adresse IP. Donc, notre propre carnet d'adresse. Exactement. Donc, si jamais l'adresse n'y est pas, à ce moment-là, on va aller voir le DNS, le premier DNS. Il y a aussi d'autres services comme par exemple NIS. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pour des carnets, si vous voulez, locaux pour une compagnie. OK. Bon. Donc, ensuite de ce qu'on a changé, ce modifié-là, il faut aller changer un autre fichier qui s'appelle resolve.conf. Donc, le resolve.conf, c'est un fichier qui a 3 ou 4 lignes habituellement. La première ligne, ça dit Search VFR-CCA. C'est dans quel domaine je recherche si j'ai un seul nom pour une machine. Comme par exemple, moi, c'est Néon. Donc, si je vais essayer d'aller voir la machine Tundra, il va aller voir tundra.lab.nfgm.ca en premier. Ensuite de ça, s'il n'est pas capable, il va aller voir les name servers que je lui ai donnés, ou les noms de serveurs. Donc, encore une fois,
le nom du serveur, 250, 251, et là, je pourrais en mettre une autre série aussi, encore une fois, pour les bénéfices de la haute disponibilité. D'accord. Donc, maintenant qu'on a configuré nos machines, comment est-ce que ça fonctionne? Il n'y a pas juste un DNS. Un DNS, s'il fallait que ça comporte toutes les adresses au monde, vous imaginez-vous la quantité de données que ça prendrait. Ça serait incroyable. Et de deux, ça serait très difficile de garder à jour tous les DNS sur toute la planète. Exactement. Bon. Premièrement, comment ça va fonctionner? C'est qu'on va avoir une série de DNS sources, si vous voulez, qui vont être responsables de chacun des domaines, comme le .ca, .net, .org, etc., etc. OK? Donc, une fois qu'on a ça, eux autres, ils vont dire, bon, mais pour le sous-domaine, tu vas aller voir un autre DNS. Pour tel sous-domaine, tu vas aller voir un autre DNS. Donc, si on voit un peu à l'écran, on va pouvoir faire un exemple, comme par exemple avec un client de Vidéotron. Là, on voit notre machine. Notre machine, elle va aller voir côté3z.com. Bon, on a regardé dans nos fichiers locaux, on ne le voit pas. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est qu'on va passer à travers notre modem câble ou notre modem téléphonique. On va aller voir notre serveur de Vidéotron. Le serveur de Vidéotron, lui, il va savoir, bien, vous, votre ordinateur est configuré pour aller voir le DNS de Vidéotron. Donc, on voit dans le bas à droite le DNS de Vidéotron. Le DNS de Vidéotron, lui, s'il n'y a personne qui a été au précédent ou qui ne connaît pas le nom de domaine, il va falloir aller ailleurs. Mais pour l'instant, on va dire que le nom requête. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que nous, on fait notre requête. Hey, tu connais-tu le nom côté3z.com? Quel IP qui va avec? OK, puis il va dire, ah, ben tu sais, justement, quelqu'un me l'a déjà demandé. Donc, en me le renvoyant, moi, je peux, de ce fait, aller sur le site web via l'adresse IP directement et obtenir la page web à l'écran. Combien de temps ça reste en cache? Ça dépend. Normalement, les configurations vont faire que ça va rester entre 1 heure et 24 heures en cache. S'il y en a qui vont être un peu plus forts, qui vont laisser ça 2-3 jours. Sauf que là, plus longtemps c'est là, plus c'est des changements, parce que là, il faut attendre pour faire le changement. Ah oui, voilà. Bon. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe si notre DNS de Vidéotron ne connaît pas l'adresse? Comme par exemple, moi, je vais aller voir google.com. Google, Vidéotron, il ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire encore une fois? On va passer par le DNS de Vidéotron. Le DNS de Vidéotron, il dit, hey, je ne le connais pas. Google.com, il voit le petit .com, il va aller voir le DNS principal de .com. Il y en a plusieurs, encore une fois. Généralement, il y en a entre 20 et 26. Donc, lorsqu'on se ramasse au DNS, il dit, il faut que tu ailles voir tel autre DNS. Ah, oui. Donc, il nous retourne l'adresse d'une autre machine qui est responsable pour le DNS de Google. Et Google, qu'est-ce qu'il fait? C'est que notre machine, elle va aller voir, elle va passer par Vidéotron, par le .com, par le serveur DNS de Google pour finalement aller retrouver l'adresse IP qui est rattachée à Google, qui va nous revenir. Et nous, à ce moment-là, nous, on peut aller voir notre page web et accéder au site. Donc, comme on peut voir, là, on a des systèmes de cache qui nous empêchent de toujours faire les requêtes pour éviter que ça soit toujours long. Donc, on a notre propre cache, notre DNS, celui qui est dans notre liste, lui aussi a sa cache, et ainsi de suite, pour évidemment accélérer les requêtes. Donc, si on résume un peu, on va voir des fois certaines adresses qui sont locales à notre machine dans un fichier qui s'appelle host, que ce soit sur Linux ou sur Windows. Ensuite de ça, on va avoir notre DNS qu'on va configurer sur notre machine, qui lui risque d'avoir une cache aussi qui dure en général une journée. Donc, on se promène d'un DNS à l'autre comme ça pour résoudre nos adresses. Donc, en quelques secondes, si on reçoit le message d'erreur « Cannot find DNS », bien, il y a deux possibilités. Soit que notre connexion Internet est pas valide, donc là, à ce moment-là, il faut essayer d'aller voir sur un autre site. Si les autres sites fonctionnent, soit que votre site est totalement hors service, ou ben donc que votre DNS est défectueux à ce moment-là, ou que l'adresse ne correspond pas, ou que vous avez fait une erreur dans l'adresse que vous avez tapée dans le haut du navigateur. Bien, merci Philippe. Alors, on vous présente maintenant une petite trouvaille. Le problème quand on veut héberger son propre serveur web, son propre serveur FTP sur son ordinateur, c'est que on n'a pas toujours la même adresse IP. Donc, ça peut causer un petit problème, justement, de DNS. Ben oui. Ben oui, justement parce qu'on ne sait plus à quelle adresse IP attribuer notre adresse, notre nom de domaine. Il n'y a pas un administrateur de DNS qui va te laisser changer ton adresse 2 fois par jour non plus. Pas vraiment. Ce ne serait pas très apprécié. Alors, aujourd'hui, on vous propose une solution tout à fait simple, une solution également gratuite pour remédier à ce problème-là. Donc, possédez votre propre adresse, votre propre nom de domaine, en quelque sorte,
enfin une partie d'un nom de domaine, si on veut, et sans vous soucier de votre changement d'adresse IP. Alors, le service qu'on vous recommande, il y en a plusieurs qui le font, mais celui qu'on vous recommande, c'est dindns.org pour dynamicdns.org. Alors, à l'adresse www.dynndns.org. L'avantage par rapport à d'autres services similaires, c'est qu'il vous donne une excellente stabilité dans le temps. La procédure d'inscription est tout à fait claire et au final, vous allez avoir une adresse qui va ressembler à, par exemple, kt3z.dindns.org. Alors, ça, c'est très bien. On a notre propre adresse personnalisée. Maintenant, ça va vous prendre un utilitaire pour, justement, connaître mettre à jour votre adresse IP. Alors, pour ça, vous avez besoin d'un petit utilitaire. Il y en a un qui s'appelle YIPOST, YIPOST, que vous allez trouver à l'adresse www.kvtech.com. Alors, vous voyez ici que lorsque, en appuyant sur Update Now, on nous dit ça. Ça veut dire que dindns.org est bien associé à notre adresse IP actuelle. Ça va peut-être faire une petite mise en garde. Par exemple, si vous effectuez cette mise à jour-là et que vous passez à travers un firewall, il faut faire très attention parce que la mise à jour va être faite avec l'adresse de votre firewall et non l'adresse que vous voulez obtenir. C'est ça. Faites attention à cette petit tour de passe-passe-là. Voilà. Alors, à ce moment-là, si vous voulez vraiment automatiser le processus, vous pouvez mettre YIPOST dans justement, dans msconfig.exe. Vous pouvez inclure YIPOST dans le menu démarrage. Et comme ça, ça va se démarrer automatiquement lorsque vous allez démarrer votre machine. Voilà. Alors, la semaine prochaine, revenez-nous. On va vous dire comment optimiser votre mémoire et vos disques durs. Et tu nous parles d'architecture. L'architecture à haute disponibilité, comment faire le hardware qui va avec. Wow, ça va être bien. Revenez-nous la semaine prochaine. Ça nous a fait plaisir d'être là. Revenez-nous. N'oubliez pas, kt3z.com.